ils vivaient, comment moi j'avais mes habitudes. Donc au début, c'était un peu difficile, parce que j'étais un peu loin de la famille. Ça m'a pris un peu. Mais après, une fois que j'étais, ça a pris le train il est parti tout seul. OK. Et est-ce que au final, toi qui as vécu la Réunion avant, puis après la France, est-ce que le départ, ne serait-ce que de Mayotte-La Réunion, l'intégration a été beaucoup plus simple? Est-ce que vraiment tu as vu le changement qu'une fois arrivé en France? Niveau vie quotidien à La Réunion, c'était assez Ouais, simple parce que c'est assez similaire par rapport à Mayotte. Mais niveau école, c'était une grande marge à dépasser. OK. Je me rappelle que j'ai eu beaucoup de difficultés au niveau de l'école. Donc j'avais des cours de soir pour essayer de rattraper un peu le niveau. Intéressant. Donc j'ai eu un Et peu du coup, trop de est-ce que mal tu as eu à l'impression rattraper que le le niveau fait des autres. d'avoir, Donc j'ai dû bosser 3 fois plus que les autres pour... Oui. j'allais dire, est-ce que tu as eu l'impression que finalement, le fait que tu aies eu du retard, au niveau de la Réunion, ça a pu, jouer sur cette adaptation aussi à l'école, Bah auprès forcément, des parce que autres? là, par rapport à l'école, l'école en Enfin, par fait, il y a rapport deux aux phases autres, d'école. du coup, plus Il y aux a l'école. camarades, est-ce que, ça a créé une barrière? Est-ce que toi, tu t'es senti un peu différent? Est-ce que, je sais pas, je te c'est des questions. Bah, forcément, ça crée une petite barrière. Parce que tu te dis que ce que les autres trouvent évident, toi, tu le trouves pas forcément évident. Pour toi, tu as besoin de chercher, de voir pourquoi, le pourquoi du comment. Du coup, le fait que toi, ça te force à aller chercher, alors que pour les autres, c'est évident, ça te crée en fait l'envie d'aller vers les autres et les moins là. Parce que tu te dis forcément, il y aura peut-être des sujets qu'ils vont aborder. Toi, tu n'auras pas ce truc pour pouvoir échanger facilement avec les autres. Donc pour Mmh. moi, pour ma part, c'était un petit blocage. Mmh, j'entends totalement. Euh, Est-ce que quelqu'un veut réagir au témoignage attends. de Moussa? Est-ce que mais très intéressant. Merci Moussa, en tout cas, de nous avoir fait part de ton histoire. Merci beaucoup. Considérer le communautarisme plus ou moins exécutif, inclusif, comme un vrai frein. Euh, Vas-y d'abord, Toumani, et ensuite on répondra à la question. Quand vous demandez la parole, il y a une notification qui apparaît dans le chat et c'est là que je dois accepter, si je comprends bien. Euh, peut-être que moi, je suis sur PC, sur mobile, j'arrivais pas à accepter. Peut-être c'est ça. Ok. Est-ce Mais que je pense que c'est Mélisée, mobile par contre, mais Bah, je pense que comme tu as lancé directement dès le début, je pense que ça n'a pas eu hmm. d'effet. Parce que là j'ai été reprise. Quand c'est sur mobile, on a la notification qui apparaît en haut comme une notification Instagram. Ah, moi, ça, voilà, c'était c'est ça. bloqué dans la barre d'en haut, je pouvais rien faire. Parce que Mélisée, elle me met, il y en a une, mais je peux pas l'accepter. Ok. Oui, en gros, elle voit sa main verte de demande, mais elle voit pas ta demande d'accepter. J'aurais ça. On va essayer de trouver une solution, mais on va quand même avancer, parce qu'après, je dois aller au travail, les petits gars. Du coup, mais vraiment de demander aux gens si ça va, pour de vrai, et de pouvoir aider à sa manière, parce qu'on s'en rend pas compte, mais certaines personnes vivent dans des précarités et on n'a pas conscience. Et c'est vrai qu'il y a ce genre de choses qui peuvent arriver et c'est plutôt compliqué. C'est plutôt compliqué parce que putain, vous imaginez, on est en 2023, si on devait mourir de faim comme ça, ce serait vraiment, vraiment dommage. Donc, vraiment, le premier frein et finalement le premier risque, pour moi, c'est l'isolement. Et ensuite, on va venir à la question qu'a posée, si je ne me trompe pas, Fardy, qui demandait est-ce que le communautarisme peut être également un frein. Moi, je suis très mal placée pour répondre à cette question. Donc, la personne qui aura un peu plus la réponse, je veux bien qu'elle la prenne parce que du coup, j'en viens à ma deuxième histoire. Moi, j'ai grandi en France. J'ai été élevée par des parents qui considéraient qu'il fallait que je m'intègre à la France avant tout. Et donc, je pense que ça s'entend un petit peu. Moi, j'ai pas du tout d'accent mahorais. Et quand je parle mahorais, j'ai un accent totalement français.
parce que mes parents ont insisté sur ce côté d'intégration. Et quand je suis arrivée à Mayotte, du coup, pour le collège, je débarque sur une île qui a une toute autre culture que je ne connais pas, en fait, parce que mes parents m'ont élevée vraiment à la métropolitaine. Et j'ai un dialecte que je ne connais pas également. Et en fait, moi, je me suis réapproprié ma culture mahoraise parce qu'au moment où je suis arrivée à Mayotte, en fait, je me suis rendu compte que je n'avais peut-être aucune culture. C'est-à-dire que je suis un enfant de banlieue parisienne qui a vécu entre une culture congolaise, une culture marocaine, une culture tunisienne, une culture française, parce que en fait, c'est les camarades et les voisins que j'avais. Mais je n'avais pas la culture de chez moi. Et donc, je disais ça tout à l'heure à Toumani. Moi, j'avais 14 ans que j'étais à l'école coranique avec des petites 4 ans parce que j'avais besoin de me réapproprier ma culture jusqu'au bout. Et du coup, voilà, donc moi, quand je suis arrivée en France, comme je vous ai dit, j'ai essayé de fuir les Mahorais, mais c'était plus dans un aspect de réussite où je me disais, si je reste avec mes copains, c'est très mauvais. Mais par contre, ce, ce côté communautarisme m'a beaucoup manqué. Et d'ailleurs, c'est pour ça que après j'ai passé énormément de temps à Dunkerque et que j'ai découvert que c'était la capitale, la deuxième capitale des Comores, parce que j'avais besoin de retrouver ça. Ne serait-ce que cette nourriture locale, avoir envie de manger aujourd'hui du mataba, avoir envie de manger un pilao et entendre parler shimaoré, entendre parler comorien, enjouané, malgache, juste entendre parler. Je me souviens que j'appelais ma mère et qu'on parlait en langue au téléphone parce que j'en avais besoin. C'était ce besoin d'avoir l'impression de ressentir ce petit côté de chez moi. Donc moi, le communautarisme, je pense que ça dépend peut-être à quel degré. Forcément, si on reste que entre communautés, en fait, on s'ouvre à rien d'autre. Et malheureusement, peut-être qu'on se ferme un petit peu l'esprit. Là où s'ouvrir un petit peu plus aux autres peut permettre d'apprendre une nouvelle culture et puis surtout forcément de s'enrichir en fait. C'est même pas forcément changer, c'est simplement enrichir sa culture, enrichir sa personne. Et puis surtout qu'on apprend de tout le monde et qu'il y a plein de petites choses qui peuvent être très similaires et dont on n'a pas du tout conscience. Donc c'est vrai que communautarisme, pour ou contre, moi je suis dans l'entre-deux. Voilà. C'est bon, j'ai réussi à régler le petit souci. Effectivement, sur ordinateur, ça marche mieux. Bienvenue, Lady, jeune étudiant fraîchement arrivé cette année. Merci à toi et bonjour et on t'écoute. C'est plutôt bonsoir. Vous m'entendez? Est-ce que tu... Oui, on t'entend, Lady. Caribou. Moi, je pense plutôt le communautarisme, c'est pas un frein. Pourquoi? Parce que rencontrer des nouvelles cultures ou, je sais pas, des nouveaux ethnies. Parce que ça te permet, voilà, un esprit ouvert. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Totalement. Il faut, en fait, parce que toi, tu as raconté ta vie, mademoiselle, madame, je sais pas. Non, vas-y, pas de souci. T'as raconté Pas un de petit souci, peu du Lady. parcours. Je sens que votre parcours est un parcours triste. C'est triste. Parce que vous avez un peu perdu dans votre avance. C'est triste ce que vous avez passé, madame. Votre Dayate, bon. Voilà. Mais C'est- le, Non, je le communautarisme, pense c'est pas pas un comme fait. ouais. Je Comment? pense pas qu'il faut le voir comme une tristesse. Au contraire, c'est Voilà, justement une force. une envie encore plus de récupérer notre culture. C'est pas une triste. Enfin, c'est Justement, un petit peu tristesse, toi, oui, tu es parce que né, tu sais même pas, voilà, quelle est ta culture, quelle est votre identité, quelle est votre tradition, voilà, votre image, quoi. Tu es né, Pour rebondir, si vous me le permettez, je suis exactement comme Madame Mahadali Yousra. Mm. Moi aussi, j'ai été élevé avec une culture métropolitaine et une culture mahoraise. En fait, t'as pas le il est choix. en même temps, En c'est fait, bon, ça va. on ne demande pas le choix, ça vient à toi. Que tu sois Ah d'accord oui, ou non, toi, que tu sois d'accord ou non, ce n'est pas la question. Le truc, c'est que toi, tu mais grandis c'est comme logique. ça. On t'impose. Par contre, dès que tu es un peu plus grand,
tu as justement l'envie de rattraper ce que tu as perdu, de revenir à ton identité culturelle. Donc, ce n'est pas triste, non. Il faut voir ça Si c'est plutôt triste, comme un avantage. Pourquoi? non, Pourquoi un non, 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 avantage? Non, mais justement, Lady, c'est très bien que tu nous fasses part de ton point de vue et je vais te le déconstruire. Pourquoi c'est un avantage? Aujourd'hui, en fait, que ça soit Yousra ou toute autre personne qui a grandi avec cette culture métropolitaine, bah aujourd'hui, on s'adapte très vite à la culture européenne. Donc, c'est un avantage en ce sens. Demain, si je vais en Suisse, si je vais en Allemagne, en Belgique, c'est une culture européenne, donc je serai adapté. Donc, ce n'est pas un frein, c'est un avantage. Pour compléter, je vais laisser la parole à Youssouf, le vice-président de l'association Discord d'étudiants maorais. Bonsoir, monsieur. Attendez, vas-y, Lady, juste 2 secondes, Lady, finis vite fait sur ton propos. Non, c'est On t'a bon, c'est bon. coupé, mais t'as fini? Oui, c'est bon, j'ai fini. Ok, moi je vais Pas de juste souci. prendre 2 minutes pour te répondre sur ça, mais juste pour, c'est pas forcément contre parce que j'entends ce que tu dis et je le comprends. Et en réalité, je pense que Écoutez-moi. bien évidemment, ma personne aurait été, je pense, en tout cas dans ma manière d'être chez moi et de vouloir être chez moi, aurait été forcément beaucoup plus comblée si j'avais grandi directement dans la culture mahoraise. Maintenant, c'est vrai que j'ai appris à me la réapproprier étant beaucoup plus grande, donc j'ai aussi appris à peut-être mieux comprendre notre culture mahoraise et aller chercher beaucoup plus loin. Mais il faut savoir que même à Mayotte, tu as des jeunes qui sont élevés avec une culture totalement métropolitaine. Moi, j'ai des cousines qui sont nées à Mayotte, qui ont vécu à Mayotte jusqu'au bac et qui ne parlent pas un mot de chimaorais. Et pourtant, moi, je suis arrivée, j'en avais 12 et aujourd'hui, je parle chimaorais. Donc, c'est vraiment... ça dépend simplement, malheureusement, comme disait Toumani, ce n'est pas choisi, c'est aussi un choix des parents. Moi, je sais que Ouais, c'est sûr, c'est pas grave. je pense que j'ai eu 16 ans le jour où j'ai dit à ma mère, où elle s'attendait, je pense, à ce que je devienne peut-être cette image de la petite mahoraise parfaite qui allait mettre le châle et qui allait faire les choses dans les rites de ce qu'elle attendait, qui allait lui dire un jour, on fait un manzaraka parce que c'est comme ça que je vois les choses. Aujourd'hui, j'ai pas dit que je le ferais pas, mais c'est peut-être pas la priorité de ma vie. Mais elle s'attendait à ce que ça vienne comme ça, comme un déclic. Et puis en fait, un jour, je lui ai dit, mais madame, quand est-ce que vous m'avez appris votre culture? Quand est-ce que vous avez fait de moi une petite enfant mahoraise pour qu'aujourd'hui, tout doit venir comme un déclic? Non, parce que j'ai été élevée à la française, parce qu'avant tout, elle m'a d'abord élevée dans tout ce côté un peu français où il fallait s'intégrer. Et donc là, maintenant, on doit devenir les bons petits mahorais qu'ils imaginent, parce que pour eux, ça doit couler de source, alors qu'en fait, non. Une culture, même si c'est la nôtre, si on ne nous l'inculque pas, si on ne nous l'apprend pas, eh ben, on ne peut pas l'assimiler, on ne peut pas savoir la connaître et autres. Donc, je l'entends, mais comme je te disais, il ne faut pas voir ça comme quelque chose de triste, au contraire. Il faut le voir comme quelque chose où finalement, même cette jeunesse qui n'a pas été dans Mayotte veut absolument se réappartenir à Mayotte et peut-être même à partir de ça, avoir encore plus envie de faire changer les choses. Bonjour, Président. Je te laisse la parole. Bonjour, oui, plutôt bonsoir. Je ne suis pas Bonsoir, président. oui, et moi, ça y est, il fait jour, hein, il est 6 heures là. D'abord, j'aime beaucoup cette réponse parce que elle égaye un petit peu l'ambiance. Merci beaucoup, Yousra. Je voudrais intervenir sur les freins de l'adaptation. Je ne serai pas très très long, mais mon propos sera très très éloquent. Les freins, moi j'ai été pendant très longtemps président. J'ai été, hein, c'est dans le passé maintenant. Oui. J'ai été président d'association d'étudiants. J'ai vu passer pas mal de gens et selon sur ce sujet-là de l'adaptation ou de l'intégration, hein, chacun voit comme il le souhaite. Moi je serais plus du côté de l'adaptation. Et donc, j'ai identifié deux éléments qui sont des freins pour l'adaptation. Le premier, c'est un discours. Dans un premier temps, je rencontre des jeunes qui arrivent et qui, leurs parents ou leur famille, ou en tout cas quelqu'un dans leur vie,
leur a dit il faut surtout ne pas aller voir tel type de groupe de personnes. Je fais vraiment attention en disant cela. Il ne faut pas aller voir tel groupe de personnes. Il faut faire attention. Donc ça, c'est un discours hein, que le jeune, il arrive avec ce discours-là. Et du coup, ça le bloque complètement. Et donc, le jeune ne peut pas, ne peut plus ou ne peut pas, je ne sais pas, s'ouvrir, aller voir les autres, discuter, interroger, réfléchir, j'en sais rien. Donc ça, c'est le premier point, le discours. Le deuxième point, c'est l'émotion de la peur. C'est hyper important parce que c'est une émotion universelle. Hein. Tout le monde, nous tous, nous avons à un moment ou à un autre cette émotion qui s'exprime tout seul, sans qu'on lui ait donné autorisation. Et donc cette peur a une première fonction de mettre en sécurité. On veut se sentir en sécurité. Et quand on se met dans la sécurité, de facto, on se limite. Donc, voilà, la peur, elle fait partie des freins. Donc, la peur, pourquoi je veux aller voir telle personne ou je veux aller dans tel événement, mais j'ai des appréhensions, j'ai des doutes, j'ai des peurs, et donc ça me limite. Il faut voilà, arriver à se dire, voilà, effectivement, j'ai peur, mais peut-être que je peux gagner en apprentissage, je peux gagner de l'expérience, ou je peux gagner des amis, je peux me faire aider un réseau. Voilà, mettre de côté cette peur-là, bien qu'elle soit quand même présente, mais voilà, pouvoir avancer, la dépasser. Donc, premier facteur pour moi, un discours qui n'est pas toujours encourageant. Deuxième facteur, c'est la peur, l'émotion de la peur. Et il ne faut pas dire que voilà, la peur, c'est pas mauvais. Hein. C'est très, très important, c'est très, très utile, mais ça peut nous limiter. Voilà, merci de votre écoute. Merci beaucoup pour ces mots et qui sont totalement justes. Fardil disait aussi en commentaire, facteur, la peur et comme tu l'as dit, des paroles. Ça revient à ce qu'on disait au départ sur le fait qu'on a tout de suite entendu que notre niveau à Mayotte était en dessous, que 90% de notre jeunesse ratait leur première année. Tout ça, c'était limite déjà, comme il le dit, des paroles qui nous mettent dans la peur. Et donc, on a l'impression tout de suite qu'on n'y arrivera pas, alors que ça ne veut rien dire. On a eu le très bon exemple de Bakar qui nous a dit que voilà, lui avait fait peut-être un petit peu plus d'efforts, mais en tout cas, il s'est donné les moyens. C'est la même chose pour Moussa ou Fardi qui sont arrivés après et qui sont, en tout cas, qui eux se sont donné les moyens d'aller plus loin que ce que les paroles avaient dit et je pense que c'est ça le plus important. Et je vous l'ai déjà dit, malheureusement, la peur, ça nous freine à trop de choses et alors que des fois, il suffit juste d'allumer un petit peu la lumière, d'avoir un petit côté un peu positif pour que cette peur, elle s'en aille et que tout se passe bien. Naï, tu voulais dire quelque chose ? Du coup, bonsoir, pardon. Pas de souci. J'espère que vous allez bien. Non, j'ai réagi en commentaire déjà. J'étais tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit entre toi, le président Itoumani. Moi, ça serait peut-être juste aussi parler très rapidement de mon expérience, qui est légèrement différente. Alors, moi, du coup, c'est Chaduli Naïla et je suis déjà diplômée, donc là, je suis plus du tout étudiante. Alors, j'ai quitté Mayotte en 2012, donc j'étais encore au lycée. D'ailleurs, c'était pour des raisons qui sont justement en lien avec ma scolarité, puisque j'étais au lycée du Nord à ce moment-là, j'avais même pas encore fait un mois au lycée. Et du coup, lors d'une réunion parents-prof, mes parents en fait se sont énervés puisque j'avais pas de prof d'anglais, pas de prof d'histoire. Ma prof remplaçante d'histoire de base fait de l'art plastique, donc c'était toute une histoire en fait ce jour-là. Et donc sur un coup de tête, on décide de m'envoyer en métropole avec ma sœur. Et en fait, ça a été très 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 difficile parce que du jour au lendemain, je me suis retrouvée
arrachée de mes amis, arrachée de mon village, de Mayotte, de mon île. Et donc, j'ai atterri dans une toute petite ville en Bretagne. Vraiment, ça a été difficile. Donc, on parlait d'intégration tout à l'heure, je reviens un tout petit peu dessus. Oui, oui, Parce que j'étais, du coup, je suis arrivée en seconde et j'avais de base une année d'avance dans ma scolarité. Cette année-là, en fait, elle a été juste catastrophique. Elle a été catastrophique parce que j'étais pas préparée. Et j'étais pas du tout préparée à la rencontre de l'autre qui est pas comme moi. Et en plus, comme je l'ai dit, je suis arrivée dans une ville toute petite. Donc, clairement, ma famille était la seule famille de Noirs. Donc, il y avait aussi ce facteur-là qui rentrait en jeu, où tu te sens directement différent, même si on te le fait pas savoir. Tu le ressens quand même. Et donc, j'ai demandé moi-même, en fait, en cours d'année, à redoubler. Et c'était le deuxième trimestre. J'ai déjà demandé, en fait, je veux refaire mon année, c'est pas possible. Et j'ai profité de cet avantage que j'avais, que d'ailleurs beaucoup ont à Mayotte, en fait, d'avoir une année de plus sur leurs études. Donc, donc voilà, du coup, j'ai redoublé et c'est que en ayant commencé cette année en seconde où j'ai pu rencontrer du coup des personnes en fait qui venaient du collège, donc qui connaissaient pas aussi le lycée comme moi, même s'il y avait déjà des différences entre nous. Mais le fait de voilà de voir qu'il y avait aussi des personnes qui connaissaient pas le lycée, donc il n'y avait pas de groupe d'amis déjà créé. Et en fait, pendant tout l'été juste avant ça, j'ai dû faire énormément de séances de coaching. J'ai dû rencontrer un professionnel parce que ça m'avait vraiment stressée. Et donc, ce professionnel m'a préparé en fait à aller à la rencontre de l'autre, à oser parler, vraiment à se surpasser. Et c'est ce qui m'a beaucoup aidé pour les années à venir parce que suite à ça, j'ai par la suite pu voyager, puis faire plein de choses sans pour autant m'éloigner de ma communauté. Parce que du coup j'étais entourée, enfin ma famille était mahoraise. Plus tard quand j'ai eu mon bac, je suis allée dans une ville où il y avait quand même des Mahorais, j'en fréquentais des Mahorais, mais j'arrivais à faire la balance. Et ce qui était pour moi ce que j'ai beaucoup fait et qui m'a aussi aidée, c'est le fait de d'accepter de sortir. On va boire un verre, et bah oui, pourquoi pas. On va dans un bar, je ne m'arrêtais pas, je me disais pas les bars c'est que pour l'alcool. J'y allais, même si parfois ça m'arrivait de subir la soirée, mais j'y allais. Et en fait, au fur et à mesure, tu grandis, enfin, je sais pas, mais c'est juste incroyable et tu te rends compte qu'en fait, y a rien de choquant, il y a rien de bizarre. Tu peux être toi-même et fréquenter ce genre d'endroit. Et franchement, c'est ce qui m'a fait aujourd'hui. Et d'ailleurs, j'ai le même groupe d'amis, pas que de Mahorais, depuis toutes ces années. Jusqu'à aujourd'hui, on est encore en contact. Et franchement, c'est top, c'est top. Et surtout, les voyages. J'ai envie de vous dire, voyager, profitez-en parce que franchement, là, c'est la période. La jeunesse, ça nous permet de voyager. Une fois qu'on vient à Mayotte, la routine s'installe et ça devient un peu plus difficile. Là, d'ailleurs, je suis de retour sur Bar Métropole parce que j'ai passé un an à Mayotte et sur un coup de tête, j'ai tout arrêté. Là, je suis revenue. Je suis au chômage, mais j'ai envie de voyager. Donc, je reviens ici, je cherche du travail et je vais revoyager. Donc, voilà. C'est ce que Tu j'avais à fais dire. bien. Eh ben, merci beaucoup pour ce témoignage. Je pense que pour ceux qui l'ont écouté, il y avait énormément de choses et énormément de choses intéressantes. Déjà, je prends tout de suite la fin pour dire un exemple même du fait que la vie n'est pas une fin en soi. On peut demain se réinventer, recommencer, décider de tout plaquer, de faire autre chose. L'essentiel, comme on le dit depuis le départ, c'est de savoir où l'on va, entre guillemets, dans sa tête, d'être droit dans ses bottes. Et puis ensuite, en vrai, vous pouvez faire tout ce que vous avez envie. Le témoignage de Naïla est hyper poignant parce que du coup, elle explique un peu ce changement radical, cette intégration. Et je pense que le pire, c'est quand tu arrives dans des petits endroits, comme l'a dit également, je pense, Mousse. On arrive dans des petits endroits et donc les gens se connaissent déjà. Et là, c'est encore plus dur de s'intégrer à des groupes qui existent déjà. Mais encore une fois, il faut rien ne coûte d'essayer. Et comme on l'a dit un peu avant, il y a peut-être un travail un petit peu. D'ailleurs, Anaïs a donné une petite astuce en commentaire. Il y a peut-être un petit travail également à faire sur soi pour mieux appréhender le monde extérieur. Mais voilà, vraiment, essayez de ne pas vous fermer parce que
ce monde est tellement vaste. On est plus de 7 milliards. Si on devait rester que dans notre petite île, ce serait dommage quand même, parce que le monde a beaucoup à nous apporter, puis surtout, tout simplement, on peut apprendre énormément pour rentrer à la maison et pouvoir le mettre en pratique et en application pour pouvoir servir les nôtres. Et je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même garder en tête. On va essayer d'avancer un petit peu, si vous voulez bien. On va sortir des freins. Et on a eu un peu, du coup, cette réponse à est-ce que la culture mahoraise prépare-t-elle bien à la mobilité? Je pense que c'est un petit peu, on est sur 2 discours là-dessus parce que voilà, comme on l'a vu, certains ont eu des parents qui les ont gardés dans la culture, d'autres ont eu des parents qui ont essayé d'insister sur l'intégration, d'autres ont eu une jolie balance des 2. Moi sur ça d'ailleurs, je voulais vite fait revenir, sur ce que je disais tout à l'heure à Laïdi, et ce qu'on disait depuis le départ, c'est de savoir qui on est pour pouvoir savoir où l'on va. Moi, je suis une enfant qui a grandi en banlieue parisienne, comme je vous l'ai dit, avec influence d'un peu partout, parce que la banlieue, c'est souvent ça. C'est un peu. Tu as plein de diasporas différentes qui vivent un peu au même endroit, et c'est un petit peu ça, ce partage culturel. Donc, moi, j'ai vécu en banlieue où j'avais pas forcément l'impression d'être noire. J'étais juste un enfant de banlieue. Il y avait des Arabes à côté de moi, oui. Il y avait des Roumains, il y avait des Antillais, des Africains, mais j'ai jamais eu l'impression d'être noire. Et puis un jour, j'arrive à Mayotte. Et la première chose qu'on me dit, c'est hey, Mzungu. Et en fait, à ce moment-là, ma personne se demande, mais c'est quoi cette histoire? Ben non, ben, moi je suis comme toi, moi je suis ton cousin quand même. Et en fait, non. Pour eux, j'étais un Mzungu parce que j'étais habillée, moi en plus c'était la rentrée, donc j'étais habillée avec des vêtements de la rentrée. Vous connaissez, petit enfant métropolitain, de nouvelles chaussures, un sac à dos, un machin. Et à ce moment-là, du coup, je faisais ma rentrée en milieu de CM2. Pour ceux qui connaissent Petite Terre, j'étais à Pamandzi 3, qui était à l'époque encore une école vraiment en terre cuite et qui n'était pas du tout les écoles que vous voyez maintenant. Et donc j'arrive, la moitié des gens de ma classe vont aller au PPF après ça, Population perdue dans la forêt pour ceux qui connaissent. Et, et voilà, donc un équivalent de SECPA. Et en fait, j'avais quasiment que des 95. Et donc tu arrives, on t'appelle Mzungu, les gens parlent à côté de toi et limite t'insultent. Et donc tu comprends pas la langue parce que on te parlait pas chez toi. Et je rentrais chez moi en disant, ça veut dire quoi ça? Et ma grand-mère me disait, tu répètes pas ça. Putain, ok, bon, j'ai passé une demi-heure avec des gens qui m'ont insulté. Et en fait, à ce moment-là, tu te dis, mais en fait, t'es qui, toi? T'es qui? Je sais limite mieux parler lingala, mieux parler arabe, mieux parler, je savais même mieux parler portugais, parce que dans ma classe, on était en jumelage, que parler mon propre dialecte. Et en fait, au moment où je me suis réapproprié cette culture, où j'ai su qui je voulais être, bah déjà, j'ai su que je voulais être journaliste. Parce qu'en fait, je me suis dit, mais qui va raconter l'histoire de mon petit pays? Qui va aller la raconter si c'est pas moi? Parce que quand on était en France, personne ne me parlait de chez moi. J'ai eu aucune représentation dans les médias de quelqu'un qui venait de Mayotte, où je me suis dit, putain, lui, il est de chez moi. Non, la seule représentation qu'on avait, c'était Soprano, Alonso, Roff, et donc on pensait qu'on savait faire que du boucan. Allez, et Maolida parce qu'il était à l'OM. Mais en fait, on était dans des représentations de divertissement où finalement, en tout cas, je n'avais vu aucune représentation de chez moi à des postes où en fait, je pensais que moi, enfant de banlieue, ne pouvais pas prétendre. Et donc, arrivé à Mayotte, où j'ai enfin récupéré cette culture, ok, je suis ça, je suis mahorais, j'ai les cheveux un peu bouclés parce que mon père est malgache, parce que j'ai des origines pakistanaises, parce que ma mère est anjouanaise, parce que... Et une fois que tu as fait ce cocktail et que tu as compris d'où tu venais et pourquoi est-ce que tes grands-parents s'étaient battus ou quoi, et ben ouais, un matin, tu te réveilles et tu dis, voilà, ce que je vais faire de ma vie, c'est pouvoir aider les miens à en fait ne jamais oublier qui ils sont, parce que moi, un jour, ben, malheureusement, j'ai même pas su qui j'étais. Et donc, pour répondre à ce que tu as dit, Laïdi, c'est même pas. Ça pourrait être triste si j'avais jamais cherché à comprendre, à savoir qui j'étais. Mais en fait, je pense pas. Donc voilà. Mais dans l'idée, c'est un petit peu ça. Et donc, est-ce que la culture mahoraise prépare? Moi, pour ma part, ma manière de ma famille mahoraise de l'avoir fait m'a permis de pouvoir m'intégrer à l'extérieur parce qu'au final, leur choix a fait que j'ai su m'intégrer à Mayotte et donc après, j'ai reçu m'intégrer en France. Mais peut-être que pour d'autres, ça n'a pas été le cas. Donc, si quelqu'un a la réponse à cette question, est-ce que vous pensez que la culture mahoraise prépare bien à l'extérieur?
Je vais laisser quelqu'un d'autre prendre la parole. Avec grand plaisir. Yacine, normalement c'était bon, t'es reparti. Sinon, il y a Darwa. Idrissa, on t'a pas perdu, c'est parce que je répondais à la transition, mais t'inquiète, on arrive sur comment on prépare le départ. Qui d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer? Si oui, est-ce que vous pouvez vous manifester dans le chat, s'il vous plaît? Et sinon, on continue. Comme ça, on finit. Qu'est-ce que vous faites en banlieue? Elle a dit, on parlera de ma life, toi et moi, d'accord? T'inquiète, Lady, tu pourras discuter avec Madame Madali sur Discord. Et du coup, On va essayer Idrissa, d'avancer un peu. pour avancer, on est sur le préparer son départ et son arrivée. Je voulais juste ajouter que l'un des freins de l'intégration, c'est aussi la mauvaise préparation. Donc justement, on y arrive au niveau des démarches administratives du lycée pour passer aux études supérieures. Pour arriver l'esprit tranquille, mieux vaut anticiper les procédures en amont et respecter les délais pour la demande de bourse, de logement, d'inscription à l'université et autres. Idéalement, venir récupérer son logement en France 1 à 2 semaines avant le début des cours. Pour les nouveaux arrivants, une bonne préparation induit un processus d'adaptation plus léger et donc une meilleure intégration. C'est assez difficile d'arriver la semaine des cours et de tout faire, Crous, APL, etc. Ça, c'est totalement vrai. Après, je sais qu'il y en a beaucoup qui parfois privilégient le fait de pouvoir aller chez les familles. C'est vrai qu'au départ, c'est plutôt une bonne chose parce que ça aide à vraiment avoir ce pied à terre et peut-être se retrouver dans un cadre un petit peu de confiance. Après, moi, j'ai fait le choix de ne pas vouloir être chez la famille, mais après, ça, c'est un choix personnel parce que j'avais vraiment envie de cette autonomie. Mais c'est vrai qu'à un moment, faire l'expérience de vivre seul, d'être un petit peu autonome dans tout ce qu'on a à gérer, c'est quand même pas mal. Donc, ce serait bien d'y songer. Anaïs, Idrissa, Toumani, est-ce que quelqu'un veut parler de sa préparation au départ et peut-être des petits conseils, des petits pièges à éviter? Peut-être que vous en avez en tête. Moi, à ce propos, je vais laisser la parole parce que je suis revenue assez tôt. Enfin, j'ai fait 2 ans en métropole au lycée. Après, j'ai fait ma terminale à Mayotte et je suis revenue. Du coup, c'est pas. Enfin, voilà, je pense que c'est pas mon témoignage sera pas le plus pertinent. D'accord. Mais pour revenir en tout cas sur ce que Idrissa il disait, en effet, le mieux c'est de pouvoir être préparé en amont pour ne pas être pris par surprise. 1 ou 2 semaines avant, si vous avez déjà trouvé, c'est une bonne chose. Par contre, c'est vrai que le plus difficile de trouver un logement en France, c'est que souvent on va vous demander de pouvoir vous rencontrer, de pouvoir aller visiter. Et donc c'est toujours bien s'il y a la possibilité d'y aller quand même bien en amont, de pouvoir vraiment prendre le temps de gérer toute cette partie administrative, parce que c'est vrai qu'une fois qu'il y a l'école démarre, c'est un peu plus compliqué. Après, la difficulté, c'est aussi que souvent, du coup, les rentrées tombent en période de vacances. Donc, en France, toutes les administrations ne sont pas forcément accessibles, mais c'est vrai qu'il faut être capable de pouvoir anticiper. Une bonne préparation peut garantir une arrivée plutôt dans les bonnes conditions. Hop, Yacine, j'ai donné normalement, je ne sais pas si c'est passé ou pas. Normalement, ça devrait marcher, Yacine. Essaye. Yacine, est-ce que tu nous entends? Et puis surtout, n'hésitez pas à vous rapprocher selon les villes. Il y a peut-être des groupes étudiants mahorais qui sont pas très loin. Certaines fois, dans les groupes, il y a des groupes de jeunes qui sont sur les réseaux sociaux également. Vous pouvez toujours envoyer un petit message. Et en vrai, vous le savez, notre communauté est plutôt solidaire. Donc, quand vous demandez à quelqu'un un petit coup de main, il peut toujours vous orienter. Et puis surtout, de ne pas hésiter à chercher quelqu'un qui est parti faire le domaine dans lequel vous voulez exercer pour que vous puissiez vraiment avoir en tout cas une visibilité sur ce métier, sur les débouchés, sur la manière dont vous pouvez y accéder, de manière à faire des demandes cohérentes et puis à rendre ce projet de vie beaucoup plus accessible. J'arrive pas du tout pour Yacine. Essaye de parler pour voir Yacine, parce que normalement,
Tu as la parole. Dis-nous ce qui ne va pas dans le chat, s'il te plaît. J'arrive pas du tout à monter. Ok. Là, je te renvoie une notification. Je te fais une capture d'écran pour que tu vois comment ça s'affiche sur le côté. Tac. Voilà, normalement, tu as ça qui apparaît. Ah, ok, t'as pas ça. T'es connecté sur ordinateur ou sur téléphone? Et sur Je téléphone. vois que sur téléphone, normalement, tu as une main levée. Comme une notification Instagram, comme l'expliquait Yousra tout à l'heure. Ok, on va te laisser nous partager ton avis sur le chat et Yousra, durant l'émission, reviendra dessus si ça ne te dérange pas. Parce qu'elle va reprendre le travail bientôt. Il faut la libérer. Je réponds à Naïla qui dit malheureusement non, la culture ne nous prépare pas. On apprend beaucoup par nos parents et beaucoup de nos parents ne s'y connaissent pas en ce qui concerne l'Hexagone. Et d'ailleurs, je rajoute, parce qu'on nous l'a dit tout à l'heure, on parle beaucoup de la France, mais on ne ferme pas le monde entier. Hein. Il y a des gens qui ont été à La Réunion, il y a des gens qui ont été en Afrique du Sud, il y a des gens qui ont été jusqu'en Roumanie pour faire des études de médecine. Donc vraiment, en réalité, le monde nous est accessible. Donc là, quand on discute, c'est beaucoup plus dans l'adaptation à l'étranger. Hors de notre petite île. La société essaye tant bien que mal, à petite échelle, de nous préparer. Toutefois, je pense qu'ils n'ont pas directement su quel moyen est le plus pertinent pour communiquer les informations aux futurs étudiants. Aujourd'hui, les réseaux sont présents. À l'époque, ça l'était moins. Et du coup, c'était beaucoup plus compliqué si ce n'était pas du bouche à oreille. Je suis totalement d'accord avec toi. Je vais maintenant laisser la parole à Anifa. Avec grand plaisir. Vas-y. Est-ce que tu vois une main quelque part? Si oui, est-ce que tu peux l'accepter? Toujours rien? N'hésitez pas à nous exprimer vos problèmes sur le chat. Ok, on va avancer quand même en attendant. Du coup, si jamais certains ont d'autres avis à donner sur le départ et arrivée, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Je pense qu'on essaiera de faire peut-être avec Toumani une petite fiche un peu préparatif départ, arrivée, qu'on mettra peut-être dans un des salons. Je pense que c'est peut-être plus explicatif. Pour rebondir sur ce que tu as dit, Yousra, Idrissa, justement, fait un travail remarquable en ce sens, où du coup, je vais du coup le laisser lui-même nous exposer son projet, qui sera bientôt clôturé normalement. C'est justement dans ce que tu viens de dire là, Yousra. Vas-y. Idrissa, je t'en prie. micro. Dans son précédent message, il disait qu'il avait du mal, donc peut-être qu'au niveau de la connexion, c'est pas ça. Je pense qu'il perd. Il sait pas trop quand est-ce qu'on en est. Où on Ok. en est, Du coup, je vais présenter globalement. Idrissa a préparé un PowerPoint qui va simplifier sous forme de fiches. Et l'idée vraiment, c'est de donner des conseils de A à Z, comme un petit livret étudiant, comme les petits livrets étudiants que proposait la DPSU à une certaine époque. Oui. Ce qui pourrait être sympa, c'est de créer ce petit dépliant. Il y a forcément moyen de récupérer, de pouvoir le faire, ne serait-ce qu'avec la DOM ou le DPSU, pour pouvoir vraiment le sortir en dépliant, tu vois. Parfait. Justement, il y a un travail en collaboration qui est fait avec toutes ces institutions, notamment la DPSU et aussi la DOM, mais ça sera un peu à venir. Ok. Mais globalement, ça viendra et oui, on mettra une fiche récapitulative avec toute personne qui souhaite s'investir au niveau de ce travail sur Discord directement. Merci. Pour continuer, du coup, Yousra, je te laisse la main. Ouais, et de toute façon, là, on va être sur la fin.
Parce que je pense que ce départ et cette arrivée sera beaucoup plus explicatif, du coup, comme l'a dit Toumani, sur un schéma où on vous met exactement les étapes. On va peut-être avoir, avant la fin du live, les petits conseils de Yacine sur sur ce côté comment faire quand on connaît personne et comment réussir à faire ces démarches quand même. Donc là, on va être sur la conclusion. Je pense que les mots qui sont revenus énormément, ça a été adaptation, intégration, sans influence, la peur, et également malheureusement parfois certaines paroles que l'on tire de nos anciens et qui nous suivent un peu toute notre vie et qui peuvent pas forcément parfois être certains moteurs. Donc je pense qu'il faut, comme on vous l'a dit, essayer déjà de vous poser avec vous-même, savoir où vous en êtes, qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez envie de faire et comment est-ce qu'on peut arriver à franchir cette ligne d'arrivée, et peu importe quelle est la ligne d'arrivée. Quelqu'un disait dans le chat où on se présente qu'on ne peut pas tous être médecin, on ne peut pas tous être journaliste, on ne peut pas tous être pompier, on ne peut pas tous être chef de projet. On l'a vu là avec Anaïs, il y a même des métiers dont on ne soupçonne même pas l'existence, alors qu'en réalité ils existent, et sans eux on pourrait... Il y a beaucoup de choses qu'on ne pourrait pas faire. Moi, j'utilise Siri tous les jours et je me suis jamais demandé qui traitait la chose derrière. Donc, c'est vrai qu'il y a énormément de métiers et un métier peut englober énormément de sous-métiers. Donc, vraiment, ne fermez pas votre esprit à ce que vous avez l'habitude de connaître. Ouvrez-vous à beaucoup d'autres. Ouvrez-vous au monde pour avoir conscience de ce que le monde peut partager avec vous et ce que le monde peut vous apporter. Toumani, on ouvre du coup sur ce statut d'ambassadeur. Est-ce que tu veux bien nous en parler un petit peu plus, représentant de la culture mahoraise, et l'importance de ne pas se désintégrer? Je pense que ça va avec tout ce qu'on a dit, mais peut-être que tu as une idée un petit peu plus poussée sur la question. D'accord. En fait, quand on parle d'ambassadeur de la culture mahoraise, il faut absolument que chacun et chacune soit responsable. Votre comportement reflète l'image de Mayotte. Une personne qui va vous voir aujourd'hui, pour elle, qui ne connaît pas Mayotte, tous les Mahorais sont comme vous en fait. Du coup, il est vraiment primordial que chacun prenne conscience de cette responsabilité-là. Un exemple simple. Quelqu'un qui va porter l'uniforme d'un militaire, il déroge aux valeurs des militaires, c'est tous les militaires qui vont en pâtir. Là, c'est la même chose. Quand aujourd'hui on vous demande d'être ambassadeur de votre culture, c'est agir en ce sens. On est tous conscients que Mayotte a besoin de professionnels de santé, notamment des médecins. Ces professionnels-là sur l'île, je disais, comment réussir à faire venir ces personnes-là sur l'île si effectivement on n'arrive pas à leur donner l'envie, si on n'arrive pas en fait à mettre en avant la culture mahoraise et comment à travers tout simplement notre comportement. Les gens ne vont pas écouter les paroles, non, les gens